Une tombe de pharaon retrouvée intacte en Égypte. Elle contient des trésors rares, comparables à ceux trouvés dans la tombe de Toutankhamon. Elle pourrait permettre d'en apprendre plus sur une période que les égyptologues connaissent mal. Les objets découverts dans le tombeau vont être minutieusement examinés, ainsi que la momie du pharaon. Je suis tellement impatient que j'en reste sans voix. L'histoire mystérieuse du pharaon d'argent pourrait remettre en question les hypothèses avancées jusque-là par les historiens. Février 1940. Hitler entame la Blitzkrieg en Europe. Les combats ont lieu à des milliers de kilomètres des frontières égyptiennes. Près du Nil, une équipe d'archéologues français conduit des fouilles depuis plus de 10 ans. Ils veulent achever leurs travaux avant que le conflit ne s'étende. Le professeur Pierre Montet dirige la mission. Il a fait une découverte étonnante. La sépulture d'un pharaon qui semble dater d'une époque mal connue des historiens. Ce tombeau bouleverse les connaissances des égyptologues. Il permet d'en savoir plus sur une période de l'Égypte antique qui reste encore mystérieuse, autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ. L'histoire de l'Égypte antique s'étend sur plus de 3 millénaires. La grande pyramide de Gizeh a été édifiée au cours de la 4e dynastie sous le règne de Khéops. Les pharaons les plus célèbres, Toutankhamon et Ramsès II, ont régné plus de 1000 ans plus tard, sous la 18e et 19e dynastie. Cléopâtre a été le dernier monarque de l'Égypte antique et n'est venu au monde qu'un millénaire plus tard. L'égyptologue Peter Lacovara décrypte les inscriptions en hiéroglyphes pour mieux comprendre les différentes dynasties. D'un point de vue chronologique, Cléopâtre est plus proche de nous que des pharaons qui ont construit les pyramides. D'après les estimations, 150 pharaons se seraient succédés en Égypte. Mais certains historiens contestent ce chiffre, car 70 tombeaux pharaoniques restent encore introuvables. Ils pourraient se trouver dans la vallée des rois, près du Nil. Ce site funéraire est établi à la hauteur de la ville actuelle de Luxor, autrefois appelée Thèbes. Mais il est aussi possible que les tombeaux se situent dans l'ancienne capitale, Memphis, près du Caire. Ou bien au nord du pays, dans le delta du Nil. Les historiens peinent à reconstituer les événements de cette ère agitée. Pendant la période dite intermédiaire, qui a duré 500 ans, différents dirigeants se sont disputés le pouvoir. Durant la période intermédiaire, le pays a connu de graves difficultés. Une crise économique, une guerre civile, la scission entre le nord et le sud. De plus, d'autres pays menaçaient d'envahir l'Égypte. Les luttes civiles compliquent la tâche des archéologues. On ne dispose de rien, ni monuments, ni inscriptions historiques, ni statues. Les gens n'avaient pas de temps à y consacrer. Ils devaient rester en vie. En l'absence d'éléments concrets,
les spécialistes ne sont pas encore parvenus à retracer la chronologie de la période intermédiaire. Pourtant, certains événements marquants se seraient produits à cette époque. Comme le combat entre David et Goliath qui aurait eu lieu en 1020 avant Jésus-Christ. La Bible mentionne l'invasion de la Terre Sainte par un pharaon en 950 avant Jésus-Christ. Cette fresque représente Sheshonq Ier, appelé Shishak dans la Bible. Il a pillé le temple de Salomon et remporté l'Arche d'Alliance en Égypte. C'est pour en savoir plus sur ces légendes extraordinaires que Pierre Montet s'est rendu en Égypte. Il entreprend les fouilles en 1928 à Tanis, dans le delta du Nil. La zone a déjà été explorée par d'autres archéologues. Mais il est convaincu que la Terre recèle encore des trésors. Et il a raison. Dans les années 1930, il découvre les vestiges d'un temple dédié au dieu Amon. L'édifice est protégé par un gigantesque mur de briques de boue. Pierre Montet pense que le temple abrite plusieurs tombes. Bientôt, ses travaux sont menacés par les nazis. Le monde entier bascule dans un conflit de grande ampleur. À ce moment-là, Montet avait découvert des blocs sculptés et des éléments de temple, mais rien de suffisamment sensationnel pour impressionner le monde. La guerre commençait à faire rage en Europe. Montet se tenait informé des événements. Il devait être terriblement angoissé. Les ouvriers de l'égyptologue sont sur le point d'achever la mise au jour du temple, lorsqu'ils découvrent un creux dans le mur de briques. Ils creusaient ici, à l'angle sud-ouest du temple, quand ils ont aperçu un vaste complexe de tombeaux. J'imagine la joie de Pierre Montet à ce moment-là. L'archéologue s'empresse de descendre dans la tombe. Dans la pénombre, il distingue une série de chambres funéraires. Mais il perd rapidement ses illusions. En arrivant ici, il a dû être très déçu de voir un trou creusé dans le plafond. Des pilleurs de tombes étaient passés avant lui. Il s'agit d'un tombeau de pharaon. Il date de 850 avant Jésus-Christ. Si l'on en croit les inscriptions, cette tombe est celle d'Osorkon II, un pharaon de la 22e dynastie. Des membres de sa famille ont également été enterrés ici. C'était une découverte importante, mais elle n'était malheureusement pas intacte puisque des voleurs ont visité la tombe en premier. Pierre Montet est réaliste. Il sait que presque toutes les tombes royales découvertes en Égypte ont été pillées. Pourtant, il refuse de baisser les bras. Il a demandé aux ouvriers d'étendre la zone d'excavation jusqu'ici, à 10 mètres. Un autre complexe funéraire longe le premier. Montet n'en croit pas ses yeux. Cette fois-ci, les tombeaux semblent intacts. Les pillards qui se sont attaqués à cette tombe n'ont pas vu celle-ci, qui n'était pourtant située qu'à quelques mètres.
Peut-être qu'ils ignoraient qu'il s'agissait d'un vaste site funéraire. Cela dit, ce serait étonnant. Les voleurs de tombes savaient étudier le paysage avec précision. Ils dénichaient des tombes plus facilement que les archéologues. Montet ne sait pas qui est enterré dans cette sépulture. Il le découvre en pénétrant dans la chambre funéraire. Imaginez l'enthousiasme de Pierre Montet. Il se tenait ici. Il a dirigé sa lampe là et a lu une inscription, celle du nom d'un pharaon, Patem Barkem Pasenyut, ce qui signifie « l'étoile s'élève au-dessus de la ville protégée par le dieu Amon ». Puis il a vu d'autres noms royaux. Les pharaons en avaient toujours beaucoup. Ici, on peut lire « Grandes sont les manifestations de Ra, l'élu du dieu Amon ». C'est donc la tombe complète d'un pharaon qu'on connaît sous son nom grec, Psousénès Ier. Ce roi fait partie d'une lignée que les historiens connaissent mal. Pendant les 500 ans de la période intermédiaire, le pays s'est scindé en deux. Psousénès Ier a régné au début de cette époque instable. Il dirigeait le nord de l'Égypte, depuis Tanis. Mais le véritable pouvoir et la richesse se trouvaient au sud, dans l'ancienne capitale de Thèbes. Grâce aux nombreux monuments construits par les dirigeants thébains, les historiens disposent d'informations sur leur règne. Mais qui étaient les rois du Nord? Des chefs militaires sans importance? Ou des grands pharaons qui méritent leur place dans l'histoire? Si la tombe de Psousénès Ier n'a pas été saccagée, Pierre Montet pourra répondre aux questions que se posent les spécialistes. L'entrée de la chambre funéraire est fermée par un bloc de granit. L'équipe doit travailler d'arrache-pied pendant 6 jours pour le détruire. Pierre Montet peut enfin entrer dans le tombeau. D'après Montet, la tombe recelait de fabuleux trésors dignes des 1001 nuits. Des centaines de figurines avaient été disposées sur le sol. Il y avait aussi des pierres et des métaux précieux. Montet sait que tout est intact depuis la fermeture de la tombe il y a 3000 ans. Cette photo a été prise quelques minutes après que Montet a découvert le tombeau. Aucun signe d'un cercueil ou d'une momie. Ils ont tous deux été déposés dans un gigantesque sarcophage en pierre qui occupe presque tout l'espace. L'archéologue découvre des fresques et des inscriptions gravées. Le couvercle est aujourd'hui exposé au musée égyptien du Caire. Ce premier sarcophage en cache un deuxième, lui aussi sculpté. Pierre Montet et ses assistants les ouvrent avec soin. Ils aperçoivent enfin le cercueil du pharaon. Lorsque la nouvelle de la découverte se répand, un invité de marque décide de rendre visite à Pierre Montet. Le roi d'Égypte en personne. Le roi Farouk, qui soutient l'expédition de Montet depuis le début, se rend sur le site. Montet a accepté de ne pas ouvrir le cercueil de Psousénès avant l'arrivée du monarque.
On avait promis au roi que cette découverte serait unique. Et il n'a pas été déçu. Le sarcophage représente une silhouette d'homme. Il est en argent massif, un choix qui varie de l'or utilisé pour les autres pharaons. Aucun autre cercueil de cette sorte n'a jamais été découvert. Il renferme la momie d'un roi dont on ne sait presque rien. Mais si l'on en juge par la richesse de sa tombe, son règne a eu la même importance que les plus grands des pharaons. Ce que Pierre Montet va trouver dans le cercueil confirme cette hypothèse. Le masque funéraire est en or massif. Psousénès était de toute évidence plus qu'un chef militaire ou un dirigeant local. Il était très riche et jouissait d'un grand pouvoir. En plus de l'argent et de l'or, on trouve aussi beaucoup de lapis-lazuli dans le tombeau de Psousénès. Bien plus que dans celui de Toutankhamon. Cette pierre a été importée d'Afghanistan, à près de 5000 km de là. Elle a donc beaucoup de valeur. Tous les trésors portent le cartouche du pharaon. Il contient une étoile, symbole de Psousénès, qui s'élève au-dessus de la ville de Tanis. Plus que la quantité de métaux précieux, c'est la qualité de la fabrication qui donne de la valeur à ces objets. Le façonnage est remarquable. On sent qu'ils ont été fabriqués pour quelqu'un qui était capable d'apprécier leur beauté. Pierre Montet aimerait consacrer plusieurs mois à l'étude de ces merveilles. Malheureusement, c'est impossible. La découverte intervient à un moment très délicat. Les armées d'Hitler sont prêtes à envahir la France. Pierre Montet demande aux ouvriers de fermer le site de fouilles et rentre précipitamment en France pour retrouver sa famille. Il ne reviendra en Égypte que 5 ans plus tard. Les trésors du tombeau sont transportés au Caire où ils seront plus en sécurité. La mise au jour de cette sépulture est des plus extraordinaires. Elle suscite pourtant peu de réactions. La guerre battait son plein en Europe. Qui allait prêter attention à une fouille archéologique en Égypte? Aujourd'hui encore, on ne mesure pas toute l'importance de la découverte de Montet. En 1922, la découverte du tombeau de Toutankhamon a fait la une des journaux du monde entier. L'examen de sa momie a même été filmé. Il a été mené par le professeur d'anatomie de l'Université du Caire, Douglas Dery. Près de 20 ans plus tard, le professeur Dery est invité à réaliser une nouvelle autopsie. La momie de Psousénès, un pharaon inconnu, a été découverte dans le nord du pays. Mais elle est en mauvais état. Il a été inhumé dans le delta du Nil, une zone très humide, contrairement à la vallée des rois qui se situe dans le désert. Les dépouilles retrouvées dans le delta se décomposent davantage à cause de l'humidité. Il est très difficile d'examiner les momies enterrées dans cette région. Dery réalise une autopsie superficielle. Il s'aperçoit immédiatement que Psousénès est mort âgé, mais néglige plusieurs éléments importants. On inhume de nouveau la dépouille, non dans un tombeau royal, mais dans les archives de l'université. Elle y restera 70 ans sans que personne ne l'examine.
Aujourd'hui, le docteur Fawzi Gabala, qui a succédé à Derry au poste de professeur d'anatomie, a l'intention de conduire une nouvelle autopsie. Je suis tellement impatient que j'en reste sans voix. Aucun rapport détaillé n'a été publié sur cette momie qui puisse expliquer son état de santé et son style de vie. Les éléments prélevés lors du premier examen sont ici. Derry avait rangé de petits ossements dans ses paquets de cigarettes. Les tissus mous du pharaon se sont désagrégés, mais ces os renferment encore de précieuses informations. Il mesurait 1,66 m et était doté d'une carrure imposante. Le professeur Gabala confirme qu'il est mort vieux, autour de 80 ans. À cette époque, l'espérance de vie était de 35 ans. Sa dentition est abîmée. Le professeur fait une découverte étonnante en étudiant une vertèbre. Voilà ce que j'ai trouvé lors de l'autopsie. Au cours de sa vie, le roi a eu la colonne brisée, mais par la suite, la fracture s'est consolidée. Au moment de sa mort, il était remis. Regardez cette irrégularité, cette courbe sur la colonne. Le professeur Derry n'en parle pas dans son rapport. C'est moi qui l'ai découvert. C'est ce qu'on appelle la fracture du pelleteur. Cela pourrait signifier que le roi n'a pas vécu de façon sédentaire. Cette fracture survient lorsque la personne se sert de ses bras pour effectuer des travaux difficiles. La cause de cette blessure reste un mystère. On sait que les autres pharaons pratiquaient de nombreux loisirs. Toutankhamon se serait cassé une jambe lors d'une partie de chasse. Thoutmôsis III était l'un des grands rois guerriers d'Égypte. Il aimait aussi beaucoup jardiner. Des plantes rapportées de ses expéditions à l'étranger ont été plantées dans les jardins royaux. Les historiens vont tenter d'en savoir plus sur le mode de vie de Psousénès. La fracture de la vertèbre du pharaon s'est consolidée, mais l'étude de la partie inférieure de la colonne vertébrale indique qu'il souffrait d'une maladie chronique. Le roi était atteint d'une maladie du tissu conjonctif, une affection rhumatismale. Les ligaments de sa colonne vertébrale se sont ossifiés. Le professeur Derry l'a évoqué, mais il n'en a pas déterminé la cause. Ce premier examen minutieux des os de Psousénès permet d'en savoir plus sur sa vie. Pour la première fois, un expert médico-légal va dresser le portrait du pharaon. Ce qui est très intéressant quand on observe son visage, c'est que l'œil droit est un peu plus haut que l'œil gauche. L'orbite est située plus haut sur le crâne. Par conséquent, sa pommette droite est légèrement au-dessus de celle-ci. Ça devait se voir sur son visage. Melissa Dring est diplômée de psychologie dans le domaine de l'identification faciale. Elle a été formée à la reconstruction faciale par le FBI. Après 3000 ans de sommeil, le pharaon d'argent va revenir à la vie. Voici Psousénès. Il a une très bonne stature.
Il a une tête assez grosse, mais n'est pas très grand. Et on voit qu'il a pratiqué une activité physique intense. Il a perdu beaucoup de dents des deux côtés. Cela lui donne un air de casse-noisette, parce qu'il peut fermer sa mâchoire plus fermement. Il a un air déterminé. On sent qu'il est sûr de lui. Ses problèmes de dos ont dû le faire beaucoup souffrir à la fin de sa vie. Il présentait aussi un abcès dentaire qui a percé un trou dans son palais. Voilà la cavité de l'abcès. L'infection était si grave que le trou s'est étendu à l'intérieur, à la surface du palais. Voilà le palais osseux. Comme vous le voyez, le trou est important et l'abcès était très sérieux. Psousénès a enduré des douleurs terribles. Mais de quoi est-il mort? L'étude de ces os ne me permet pas de déterminer la cause de la mort. Il pourrait avoir succombé à une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Son ossature porte les marques de ces maladies, mais pas de sa mort. Pour avoir réussi à vivre vieux, malgré ses problèmes médicaux, Psousénès était sûrement un homme très résistant. Sa force physique et sa longévité ont dû l'aider à mener un règne glorieux. Il est resté 46 ans au pouvoir, ce qui est très long. Toutankhamon est décédé à l'adolescence. Psousénès, lui, a pu mener ses projets à bien. Psousénès est l'un des pharaons qui a régné le plus longtemps. Les trésors trouvés dans sa tombe et l'autopsie menée sur sa momie ont permis de faire la lumière sur certains aspects de son existence. Mais les égyptologues en savent toujours très peu sur la période intermédiaire et la division entre le nord et le sud autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Cette période sombre de l'histoire égyptienne a succédé à l'âge d'or des pharaons. Quelle ironie! Et c'est le pharaon le plus puissant de tous qui a semé les graines de la discorde 200 ans avant l'arrivée au pouvoir de Psousénès. L'Égypte était à l'apogée de sa puissance lors du règne de Ramsès II. C'est le pharaon qui a fait construire le plus de temples en Égypte. Il a eu au moins une centaine d'enfants. Avant l'arrivée de Ramsès au pouvoir, l'Égypte ne comptait que 2 villes principales, Thèbes et Memphis. Mais l'ambitieux Ramsès décide de faire construire une nouvelle capitale dans le delta du Nil. Il la baptise Pi-Ramsès, la maison de Ramsès. Le pharaon joue un jeu dangereux. Le delta était une zone isolée avant que Ramsès la colonise et y fasse construire sa capitale. L'équilibre de la région a été brisé. Un dirigeant puissant comme Ramsès n'a pas eu de mal à contrôler le pays, mais sous le règne d'un successeur moins affirmé, il y avait un risque que la région du delta déclare son indépendance. C'est à Thèbes que le conflit éclate. Le grand prêtre qui dirige le temple de Karnak est le seul à pouvoir défier un pharaon. Le terme de grand prêtre est trompeur. C'était bien plus qu'une figure religieuse.
Il gérait le temple, une entreprise de grande ampleur. C'était aussi un dirigeant politique important, qui avait un pouvoir militaire. Selon la croyance égyptienne, le prêtre peut influencer le cours des événements, y compris dans l'au-delà. C'est de là qu'il tient son pouvoir. Le roi cédait une propriété pour la construction d'un temple. Les prêtres y célébraient son culte, s'occupaient des monuments et entretenaient sa mémoire, ce qui était très important aux yeux des Égyptiens. Pour gagner la faveur des prêtres, les pharaons leur accordaient le droit de pêcher, de chasser, d'exploiter une mine ou d'organiser un commerce le long du Nil. C'est comme ça que les prêtres sont devenus de plus en plus riches. Leur fortune ne faisait que grandir. Et un jour, ils ont décidé de s'emparer du trône. Cette crise éclate peu avant l'arrivée de Psousénès au pouvoir. Ici, le grand prêtre fait presque la même taille que le pharaon. Les autres prêtres sont plus petits. Avant cela, tous les sujets étaient plus petits que le roi sur les fresques. Là, le grand prêtre a étendu son pouvoir, si bien qu'il atteint pratiquement le niveau du pharaon. Lors de la scission entre le nord et le sud, le pays plonge dans le chaos. Le grand prêtre prend le contrôle du sud. Le pharaon est contraint à l'exil dans le delta. Un poste de contrôle est établi sur le Nil, près de Memphis. Comment Psousénès est-il parvenu à faire de sa petite province du Nord un territoire aussi riche? Des spécialistes étudient les trésors de la tombe du pharaon à la recherche d'indices. Ils découvrent des éléments importants sur ce plat en argent. Il porte la signature de Psousénès, l'étoile et l'oiseau. Mais son cartouche comporte aussi d'autres symboles. Il est écrit que la vie soit donnée au Dieu parfait, Seigneur des deux terres, le grand prêtre d'Amon, roi des dieux, protégé d'Amon. Là, on lit Psousénès. Cette inscription prouve que le pharaon portait le titre de grand prêtre d'Amon dans la région nord. Les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Le pharaon Psousénès était aussi le grand prêtre du delta. Voilà pourquoi sa tombe était si richement ornée. En général, le pharaon tirait sa richesse des impôts prélevés dans le pays. Les agriculteurs, qui constituaient la majorité de la population, devaient verser une partie de leurs recettes à la trésorerie du pharaon. Comme on l'a vu tout à l'heure, la fortune du grand prêtre était en passe d'excéder celle du pharaon. En portant les deux titres, Psousénès percevait deux types de revenus, la richesse du temple et les impôts collectés par le pharaon. Comment Psousénès a-t-il réussi à s'attribuer ces deux fonctions? Pour le comprendre, il faut analyser l'arbre généalogique des dirigeants égyptiens. Cette piste mène à celui qui a joué le rôle du parrain lors du conflit. Pinedjem, grand prêtre et homme fort en Égypte. Pinedjem était le grand prêtre du temple de Karnak en 1070 avant Jésus-Christ. Il a eu 4 fils. 3 d'entre eux ont porté le titre de grand prêtre, et le 4e, Psousénès, est parti à Tanis, où il est devenu pharaon. Il a aussi été nommé grand prêtre d'Amon dans le nord. Psousénès est un politicien habile. Il est bien décidé à exploiter ses liens familiaux.
D'après les registres, Psousénès a envoyé sa fille à Thèbes pour qu'elle épouse son frère, lorsqu'il est devenu grand prêtre de Karnak. Ainsi, il a consolidé les relations entre le nord et le sud. La famille de Psousénès détient alors tous les postes importants du pays. Voilà Pinetjen, dont la momie a été découverte à Thèbes. La princesse Enwitawi, mère de Psousénès, a également été inhumée ici. Les inscriptions sur le sarcophage de Psousénès donnent une idée de la puissance détenue par sa famille. Les enquêteurs y ont déchiffré une signature royale différente. Quand on étudie attentivement ce cartouche, on peut lire Azapel Mart, le pharaon de la 19e dynastie, Meremta. Inutile de savoir lire les hiéroglyphes pour voir qu'il est très différent du cartouche de Psousénès. Meremta est l'un des fils de Ramsès II. Il a été enterré près de Thèbes 150 ans avant l'arrivée au pouvoir de Psousénès. Sa tombe a été ouverte et son sarcophage envoyé à Tanis en cadeau à Psousénès. Le sarcophage a été transporté dans le désert jusqu'au Nil, où on l'a chargé sur un navire. C'est comme ça qu'il a été acheminé jusqu'au delta. Cela a dû se faire en temps de paix. Il aurait été impossible de lui faire traverser la frontière si le nord et le sud avaient été en conflit. Psousénès a demandé à ses tailleurs de pierre de graver son cartouche dans le sarcophage. En conservant le nom de Meremta, il montre que sa famille s'est élevée au rang des plus grands pharaons. En s'attribuant le sarcophage de Meremta, il s'associe à Ramsès II. Il se rallie au plus grand dirigeant d'Égypte pour l'éternité. Ces nouvelles découvertes prouvent que la période intermédiaire n'était pas aussi agitée qu'on le croyait. Psousénès a obtenu le pouvoir et la richesse en formant des alliances politiques et en faisant jouer ses relations familiales. Mais quel genre de dirigeant était-il? De récentes découvertes montrent qu'il a mené l'une des entreprises les plus ambitieuses de l'Antiquité. Il a fait déplacer une ville entière. Pi-Ramsès, deuxième capitale bâtie par Ramsès II, demeurait un mystère pour les archéologues. Comment une ville habitée par 250 000 personnes avait-elle pu disparaître sans laisser de traces? C'était la quête du Saint Graal des archéologues. Il fallait trouver Pi-Ramsès. Dans les années 1930, avant de découvrir la tombe de Psousénès, Pierre Montet a mis au jour de nombreux vestiges à Tanis. C'est là qu'il s'est pris à espérer. Et s'il avait trouvé le Saint Graal des archéologues? Montet était convaincu d'avoir trouvé Pi-Ramsès. Il affirmait que Pi-Ramsès et Tanis n'étaient qu'une seule et même ville. Il est arrivé à cette conclusion en découvrant de très nombreuses statues et blocs de pierre qui portaient le nom de Ramsès II, comme celui-ci. Voilà le cartouche royal qui contient le nom de Ramsès II. Après avoir trouvé toutes ces inscriptions, Montet était certain que la ville de Pi-Ramsès était située ici. Pour Pierre Montet et la communauté des archéologues, cette découverte est bien plus importante que celle d'un tombeau royal.
Mais l'égyptologue a commis une erreur. Tanis était établi au bord du fleuve. Et justement, les archives indiquaient que Pi-Ramsès était située elle aussi en bordure du Nil. Dans le delta, le tracé du fleuve est complexe. Il comporte différents bras qui se déplacent au gré des crues et des mouvements du limon. Dans les années 1970, certains archéologues ont remis en cause l'affirmation de Pierre Montet. Ils se sont intéressés à un petit village situé à 20 km de Tanis. Le Nil y coulait autrefois. Montet ne l'avait pas pris en compte. Lors des fouilles, ils ont trouvé une grande quantité de poteries de l'époque ramesside. Ils ont fait venir un radar à pénétration de sol pour analyser le site. Le sondage a révélé la présence d'une vaste cité. Les fondations de la ville sont visibles sur le diagramme. On y voit la trajectoire de l'ancien bras du Nil, ainsi que le spectre de la ville de Ramsès. Un temple a été érigé ici, et des installations militaires. On a localisé les écuries de Ramsès II. Elles étaient très impressionnantes. Il devait y avoir des centaines de chevaux. On a même réussi à distinguer les empreintes des chevaux sur la piste d'entraînement. C'était une grande ville très développée qui présentait toutes les caractéristiques de la capitale de Ramsès. Ces fondations ne sont pas visibles à la surface. Les grands édifices ont disparu. Que s'est-il passé exactement ? D'après les recherches des archéologues, ce bras du Nil était tellement envasé qu'il a dévié. Loin de cette source de vie, Pi-Ramsès a commencé à dépérir. C'est à ce moment-là, autour de 1047 avant Jésus-Christ, que Psousénès est devenu pharaon. Il a ordonné qu'on désassemble les monuments pour les reconstruire à Tanis. Le pharaon a donc sauvé la capitale. Quelle entreprise incroyable! C'est comme si on déplaçait les monuments de Washington, la Maison Blanche et le Lincoln Memorial à 15 km de distance. Sans ce sondage radar, on n'aurait peut-être jamais su ce que Psousénès a accompli. Ce sont bien les vestiges de la capitale de Ramsès que Montet a découvert. Ils ont simplement été transportés sur un autre site. En comparant ces monuments avec les résultats du sondage radar, les archéologues ont établi que le temple de Pi-Ramsès avait la même architecture que celui mis au jour par Montet à Tanis. C'est ici que Psousénès exerçait les fonctions de grand prêtre et de pharaon de la région nord. La manière dont il s'est attribué la capitale de Ramsès II montre que c'était un homme puissant et brillant. Psousénès disposait de la main-d'œuvre, de l'organisation et de l'appui administratif nécessaires pour déplacer une ville complète. Il avait aussi l'intelligence et l'audace nécessaires pour que l'opération aboutisse. Comme il est resté au pouvoir de longues années, Psousénès a eu tout le loisir de préparer le projet le plus important pour un pharaon, le départ vers l'au-delà. Les objets disposés dans le tombeau devaient être choisis avec soin. Pour les égyptologues, une question demeure.
pourquoi avoir fait faire un cercueil en argent? En Égypte antique, l'or était considéré comme la chair des dieux. Inoxydable, le métal semblait éternel, comme les dieux eux-mêmes. L'argent était appelé les os des dieux, à cause de sa pâleur. L'Égypte ancienne avait des réserves d'or, mais l'argent y était rare. Dans les premières dynasties, c'était le métal le plus précieux. Mais à l'époque de Psousénès, l'Égypte avait développé des liens commerciaux. Il était donc plus facile de se procurer de l'argent. En l'an 1000 avant Jésus-Christ, il valait moitié moins que l'or. Psousénès pouvait pourtant s'offrir les plus belles matières. Ses trésors sont aussi beaux que ceux de Toutankhamon. John Privet, archéologue et orfèvre, a tenté de savoir pourquoi le pharaon avait choisi ce métal. Certes, la matière première coûtait moins cher que l'or, mais le travail de façonnage sur le cercueil est considérable. L'argent est un métal plus difficile à travailler que l'or. Il est moins malléable. Il faut le réchauffer régulièrement pour le ramollir. Ensuite, on peut recommencer à le travailler. Ce processus prend du temps et nécessite beaucoup de combustible. Le travail de l'argent est plus complexe que celui de l'or. En optant pour cette matière, Psousénès a peut-être voulu montrer l'étendue de son pouvoir et de sa richesse. Son cercueil est composé de 90 kg d'argent pur. La partie centrale est si délicate qu'elle a été abîmée lors du retrait de la tombe. Le visage est plus épais. Des marques significatives autour du nez et de la bouche indiquent qu'il a été fabriqué à l'aide d'un moule, puis façonné au marteau. Les Égyptiens savaient mouler les métaux précieux. Pendant plusieurs centaines d'heures, les artisans ont travaillé la première ébauche pour lui donner les traits du pharaon. Aujourd'hui, le cercueil d'argent est l'une des plus belles pièces du musée égyptien. Pierre Montet est mort en 1966, convaincu que la ville qu'il avait exhumée était Pi-Ramsès. Malgré tout, la mise au jour de la tombe de Psousénès est l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire. Psousénès n'est peut-être pas aussi célèbre que Ramsès II ou Toutankhamon, mais son ascension n'est pas terminée. Les spécialistes poursuivent le travail de Pierre Montet pour en savoir davantage sur la période intermédiaire de l'histoire égyptienne. Psousénès était un homme hors du commun. Il a déplacé la capitale et s'est fait construire une tombe splendide qui a résisté aux ravages du temps et aux pillards. Il mérite une place plus importante dans l'histoire de l'Égypte antique. Il faut le réhabiliter. En faisant construire une sépulture aussi extraordinaire, Psousénès pensait devenir immortel. 3000 ans plus tard, il fait plus que jamais partie de l'histoire. Son rêve de grandeur est désormais atteint.